Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette émission, l'interview. Pour ce deuxième numéro, l'interview, le principe, c'est un peu d'inverser les choses, demander à notre invité de nous dire les questions qu'il aurait aimé qu'on lui pose, parce qu'il arrive souvent que lorsque on fait une interview, qu'on ne nous pose pas les bonnes questions. Et nous, on aimerait ici sur cette émission que l'invité nous donne les questions qu'il aimerait qu'on lui pose. Mais avant d'en venir à ça, on aurait aimé que vous vous présentiez. Peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup peut-être, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Là, vous avez rappelé que j'ai été Premier ministre. Tout à fait. Ce sont là mes dernières fonctions. Elles ont été l'aboutissement d'une longue carrière. Après, d'ailleurs, je dois commencer peut-être par la naissance, puisque je suis fils du juge Kebambaye, feu le juge Kebambaye. Et ma mère s'appelle Maria Kizara. Elle est venue du Mali. J'ai grandi donc dans cette famille. Et nous étions 8. Nous sommes aujourd'hui moins nombreux, malheureusement, puisque certains nous ont quittés. J'ai fait ma scolarité au Sénégal jusqu'au baccalauréat. Je suis ensuite allé en France pour suivre mes études. Après cela, je suis revenu au Sénégal, mais après avoir commencé une carrière professionnelle en France, recruté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège se trouvait à l'époque à Paris. Et je suis venu à Dakar dans les bagages de la Banque centrale lorsqu'elle a été déménagée en 1978. J'ai quitté la Banque centrale en 1982 dans le cadre d'une mise en détachement auprès du gouvernement du Sénégal pour assurer les fonctions de président-directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Et bon, les choses se sont bien passées. La banque était en difficulté à l'époque. Et on a considéré que je pouvais renouveler l'expérience lorsque la BIAO au Sénégal a été en difficulté. Là également, par la grâce de Dieu, les choses se sont également bien passées. Puis j'ai renouvelé une troisième fois l'expérience avec la Banque sénégalo-tunisienne. Absolument, parce que là, on va y venir par rapport à certaines questions que vous voulez qu'on vous pose, mais on va commencer par la première peut-être, parce que vous avez été un élève et un étudiant brillant. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé? Quels étaient vos secrets et vos astuces? En général, les étudiants, parfois, ils ont des astuces, ou bien c'était seulement un don du ciel? Écoutez, moi je vois deux choses principales. La première, c'est que je suis fils d'un ancien instituteur. On se souvient du juge Kebambaye comme d'un magistrat, mais il a commencé sa carrière en qualité d'instituteur. Ah bon, ça, moi, je ne savais pas. À une époque où on formait les instituteurs également à la pédagogie, c'est important. Et je crois que ces enfants ont profité de sa formation d'instituteur. Je dois y ajouter le rôle joué par notre maire, parce que très vite, il a eu d'importantes responsabilités, ce qui ne le rendait pas toujours disponible à la maison. Absolument. Et la garde en matière d'instruction était assurée par la maman. Le devoir devait être fait sitôt rentré de l'école, quand il y avait des problèmes, compte rendu était fait au papa quand il rentrait. Et on risquait la correction. Donc ça, c'est le premier aspect de la motivation. La seconde, je crois, c'est qu'elle est venue du fait que les parents accordaient beaucoup d'importance aux résultats scolaires. Je me souviens d'une époque où, à l'école, on nous remettait des bons points. Absolument. Et il fallait les chercher pour venir leur faire plaisir. Et au bout d'un nombre de bons points acquis, on avait droit à des récompenses. Mais
la seconde motivation, elle est là, je crois, le souci de faire plaisir à mes Voilà. parents. Et ça m'a guidé tout le temps, quoi, tout au cours de ma formation académique. Sauf Absolument. peut-être quand j'ai quitté quand je suis sorti d'HEC ou quand j'ai intégré l'école des hautes études commerciales, là, c'était devenu Absolument. Et plus, par plus rapport à tout relax. ce cursus, quels ont été les meilleurs moments, que ce soit ici, que ce soit en France? Écoutez, vraiment sans aucune hésitation, je dirais le jour où j'ai su que j'avais réussi à l'école des hautes études commerciales, que j'étais major des étrangers, que j'étais 16e, malgré une épreuve que j'avais ratée d'ailleurs, alors que c'était celle où j'excellais. Ah oui. Et là, je me souviens parce que les parents attendaient. J'ai quitté le lycée en marchant pour aller à la poste, appelé en PCV à l'époque. Oui. On appelait en PCV, on n'avait pas les moyens de se payer une PCV, c'est payé chez communication vous. internationale payable contre verso ou quelque chose Ah, comme ça. d'accord. Et je me souviendrai toujours de ce moment de chair de poule. Voilà. J'étais vraiment dans un état quasiment second, certain que j'allais faire énormément plaisir à mes parents. Et Parce que c'est ce qui s'est passé. on a vu récemment avec certains étudiants sénégalais que les grandes écoles, c'est pas facile. De plus en plus, les gens s'en rendent compte. Pour vous, ça a été facile. Non, non, ça n'est jamais facile. Hein. Ça n'est jamais facile. Bon, d'abord, il fallait préparer l'entrée. Voilà, classe je voulais dire l'équipe classe préparatoire. Voilà, J'ai dit grandes écoles, je voulais dire classe préparatoire. Voilà. Parce qu'on a eu quelques événements ici au Sénégal avec des élèves brillants qui, une fois là-bas, oui, ont eu des soucis. On peut décrocher très très vite. Hein. Et là encore, je rends grâce à mes parents parce qu'ils m'ont soutenu dans ce qui allait être mon premier isolement à l'étranger, dans un contexte difficile. Premier hiver, c'était pas la première fois que je voyageais, mais c'est la première fois que je savais que j'allais être seul. Absolument. La première fois que j'affrontais un hiver assez rigoureux. Et bon, nous sommes quand même au début des années 70, à une époque où le système éducatif sénégalais est d'excellente qualité. Absolument. Et si vous voulez, on quittait la terminale, on avait un bon bac, on ne faisait pas pâle figure avec ceux qu'on rejoignait en France. Absolument. Et c'est en partie en raison de la qualité de mon bac que j'ai pu être accepté au lycée Louis-le-Grand, le meilleur lycée de France à l'époque. Tout à fait. J'ai pas été dépaysé, bien au contraire, toujours dans ce souci de faire plaisir à mes parents, j'ai quand même réussi à être major des promotions de nos classes préparatoires, et ça, c'était une grosse fierté. Absolument. Vous avez parlé de votre papa, qui est le juge Kéba Mbaye qu'on ne présente plus, et vous êtes parfois stigmatisé par rapport à ça, vous et votre frère également, on vous traite parfois de fils à papa, que vous êtes né avec une cuillère d'or dans la bouche. Est-ce que ça vous a marqué ou bien vous avez géré ça? Bon, je vis ça un peu comme de l'injustice. Bon, la première chose d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je revendique haut et fort fils à papa de Kéba Mbaye. Hein. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour l'ensemble de ses enfants. Donc, on ne nous fera jamais regretter d'avoir eu pour père le juge Kéba Mbaye. Mais vous savez, ce qu'il nous a appris, c'est qu'il fallait qu'en toutes circonstances, on soit parmi les meilleurs, aussi bien au moment des études qu'au moment de la vie professionnelle, pour pouvoir également ne compter que sur soi-même. Je vois par exemple, on évoquait tout à l'heure les inscriptions en classe préparatoire, les études dans des grandes écoles, ça coûte cher. Absolument. Ils ne pouvaient pas nous les payer. Il fallait donc réussir à obtenir, à l'époque, on appelait ça les bourses du Fonds d'aide et de coopération. Les bourses fac. Et pour avoir une bourse fac, il fallait être parmi les meilleurs bacheliers du Sénégal. Donc c'était ça
C'était ça l'enjeu. Et je pense que je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus avantagés. Hein. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'actuellement, je pense qu'avec une mention bien, rien qu'avec une mention bien, vous avez une bourse d'excellence. Nous, même nous, de notre temps, même après vous, nous, c'était pas comme ça. La mention bien ne vous donnait pas automatiquement une bourse d'excellence parce que la bourse fac, il fallait la mention, il fallait je me souviens, les 3 bulletins sur seconde, première, terminale qui prouvaient que vous aviez les capacités qu'on attendait de vous. Donc, ça, on nous a préparés à aller plus tard dans les classes préparatoires qui vous préparaient à aller dans les grandes écoles. Bon, on avait également un père averti, ça c'était une excellente chose. Donc, qu'il s'agisse de moi ou qu'il s'agisse de Cher Tidiane, c'est exactement la même chose. On oublie aussi que j'ai une petite sœur qui a fait l'école supérieure de commerce de Paris, nos sœurs également qui sont restées à Dakar ont été majors à la fac de droit systématiquement. Donc, c'est pas le fruit d'un hasard, ça. Tout à fait. On était en compétition avec des camarades et on s'évertue qui fussent sénégalais ou qui fussent français, on s'évertuait à être devant eux. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Je me souviens, en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, le deuxième cours de géographie, je me fais inviter au tableau par le professeur. Et au moment où je passe les travées de banc pour aller rejoindre le tableau, il y a un de mes camarades, qui allait devenir un camarade, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, et comment, qui dit « Vas-y Blanche-Neige ». Je vais au tableau, mais en ruminant ma colère. Bon, je réponds aux questions, et puis je retourne m'asseoir. Je profite de la récréation, de la pause, et je vais directement à lui, et je le prends par le collet. Je dis, la prochaine fois que tu m'appelles Blanche-Neige, je te donne un coup de poing dans la figure. Tu es averti. Oh non, 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 mais qu'est-ce que c'est? Et je lui parle en Wolof. Parce que je savais qu'il avait des tendances d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, tu vois, tu ignores ma culture, et dans ta culture, je te battrai. Ici, dans ta classe, au lycée Louis-le-Grand. Et ça n'a pas raté. Après, on est devenus de bons amis. Lui aussi, il l'a intégré. Il est devenu même président de Guerlain, le fabricant de... On a gardé de bons rapports. Donc, on était dans cette dynamique de compétition qui avait été... Et donc, de concours. C'est ce qui fait réussir au concours des grandes écoles. Tout à fait. Préparé par le papa. Donc, absolument, parce que en fait, les fils. C'est ce qui fait les gens qu'on stigmatise en général de fils à papa, c'est complètement le contraire. Hein. C'est des gens qui sont un peu gâtés, qui sont parfois laissés à eux-mêmes. Je pense que leurs parents ne leur rendent pas service parce qu'il n'y a pas cette rigueur et en général, ils suivent pas les traces de leur père. C'est justement ce que nous avons vécu avec non seulement notre père, mais également notre mère. C'est d'abord la nécessaire rigueur, mais également la préparation à l'indépendance. Et je pense que c'est la meilleure manière de réussir l'éducation d'un enfant. Absolument. Vous détenez le record de jeunesse pour un PDG de banque. Je pense qu'on s'en rappelle un peu quand on était plus jeune. Lorsque vous êtes arrivé à la Banque de l'Habitat, vous aviez 29 ans. Bon, ce qui se disait, vous le savez, que tout le monde se dit, ouais. Moi, j'ai même entendu dire qu'on lui a réservé sa place pour qu'il termine ses études. Et après, il est venu, il a pris la place qu'on lui avait réservée, le temps qu'il termine ses études. Et vous venez de nous dire que vous étiez déjà à la BCEAO. Donc, c'était une fausse rumeur. Oui, vous voyez, bon, tout ce qui est exceptionnel peut susciter beaucoup de spéculations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à 29 ans, j'ai déjà 6 ans d'expérience professionnelle. Quand même. Et au moment où je suis sollicité pour diriger la Banque de l'Habitat du Sénégal, je suis chef de division à la Banque centrale, chef de la division de la prévision.
C'est-à-dire que je suis dans une fonction qui permet au moins aux autorités monétaires nationales de la zone de l'UMOA de me connaître. Parce que c'est le service que je dirige qui présente au Conseil des ministres la note préparant la politique monétaire pour l'année qui vient. Et le tout sur la base d'une analyse de la situation économique et monétaire de l'ensemble des États de l'Union. À ce moment-là, je suis déjà très sollicité lorsque le gouverneur se déplace, lorsque le directeur des études, qui s'appelle d'ailleurs Alassane Ouattara, se déplace. Oui. Je suis en relation de travail dans des groupes de travail avec Duncan, qui a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, vice-président de la Côte d'Ivoire, en relation de travail avec Tiemoko Koulibaly, Tiemoko Kone, pardon, qui est l'actuel vice-président de la Côte d'Ivoire. Donc, pour les autorités sénégalaises et les autorités de l'UMOA, je ne suis pas un inconnu. Et je suppose que c'est par ce biais qu'on sait que je sais quand même faire quelques petites choses. Absolument. Et c'est ainsi que la proposition m'est faite. À un moment donné, alors que je m'apprête à boucler mes bagages pour aller au Fonds monétaire international. Évidemment, je renonce à ce projet. J'allais y aller dans le cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au profit de l'offre qui me faite, même si je sais que je perds au change en matière pécuniaire. Je trouve le challenge extraordinaire et je l'accepte. Et par rapport au management en tant que tel, à votre âge, manager tous ces gens, comment ça s'est passé? Que ça vous l'avez bien vécu? Bon, il a d'abord fallu... Avec les préjugés... Oui, c'est vrai, il a fallu se faire accepter pour ceux qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi. Mais le management, c'est également une chose que j'ai apprise, que j'ai déjà commencé à pratiquer dans les fonctions que j'occupais à la Banque centrale. Et très sincèrement, ça se passe bien. Donc, il y a peut-être une première semaine, 2 semaines difficiles à la tête d'une institution qui avait pris de mauvaises habitudes, qui justifiait en partie les difficultés qu'elle vivait. Mais très vite, je me mets dans la peau d'un rassembleur des énergies qui sont disponibles, parce que ça c'est mon credo. Je considère qu'on ne réussit jamais seul, on ne réussit qu'en équipe. Et le message passe autour d'une nouvelle ambition donnée à l'institution et l'adhésion de tous autour de cette vision. Et vous avez commencé, eu à travailler dans plusieurs établissements. Vous n'avez pas fait une carrière comme un long fleuve tranquille. Est-ce que c'était un choix? Pourquoi à chaque fois vous changez d'établissement? Et moi, j'ai remarqué aussi que vous avez toujours fait une pause entre les deux, comme si vous vous dites, est-ce que je passe à une autre étape ou bien est-ce que j'arrête? Bon, en fait, d'abord, j'aime le challenge, mais ensuite, je me considère, du fait d'ailleurs de ma situation administrative, parce que je reste agent de la Banque centrale, mis en détachement pour une mission. La première, vous l'avez rappelé, c'est celle du redressement de la Banque de l'Habitat du Sénégal et de son développement, parce qu'elle venait de naître. Donc, même en allant à la BIAO, vous étiez toujours au cadre de la BCAO. À chaque fois, donc ça implique 2 choses. La première chose, c'est que lorsqu'une mission est terminée, elle est terminée. On ne s'éternise pas. Donc, j'ai toujours intégré cette logique en moi, cette démarche en moi. Mais il s'y est ajouté que les zones de turbulence dans les établissements bancaires et financiers se sont multipliées. Et le hasard a fait qu'à chaque fois, on a considéré que j'étais en mesure de reproduire la première expérience réussie. Et donc, ça m'a fait passer d'une mission à l'autre avec de la chance sans doute. Et est-ce qu'à chaque fois, vous avez eu le satisfait
de vos supérieurs, on vous a dit que l'émission s'était bien déroulée, ou bien c'était juste vous qui avez pensé que l'émission s'était bien déroulée? Écoutez, on va donner quelques petits détails. Donc, je suis à la Banque de l'Habitat du Sénégal. J'ai une mission qui se termine en 92, normalement. Et en 90, il y a le problème BIAO. L'ensemble du groupe BIAO s'écroule, est mis en danger. Et donc, la succursale sénégalaise également. Et à ce moment-là, le projet de redressement du groupe BIAO est confié par les chefs d'État de la zone UMOA à Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara considère que c'est moi qui puis redresser la BIAO au Sénégal. Et donc, la mission me revient. Et à l'époque, je dois dire d'ailleurs que j'hésite un peu quand même, parce que autour de moi, certains me disent « Mais ça s'est bien passé à la Banque de l'Habitat, il reste du chemin à faire. Et là, c'est une patate chaude. Il ne faut pas aller prendre cette patate chaude. Et puis, parce que si ça ne marche pas, on oubliera, tout le monde oubliera la Banque de l'Habitat du Sénégal, ce que tu as fait là-bas, en rappelant que tu n'y étais allé, que parce que fils à papa, etc. Et je me trouve donc dans une hésitation parce que la BIAO est vraiment par terre. Hein, pratiquement plus rien. Et j'interroge à ce moment-là un saint homme, vraiment, avec lequel j'ai changé. Et il se met à réfléchir, puis au bout d'un moment, il me dit « Je ne vois pas le mal que tu aurais pu faire pour que le bon Dieu te punisse en t'enlevant d'une institution qui marche pour te mettre dans une institution qui ne va pas marcher. » Je n'ai pas répondu. Je suis allé donner mon accord et c'est ainsi que je suis parti à la BIAO, dont j'ai changé la dénomination et qui est devenue la CBAO. Et quittant la CBAO, par contre, j'avais pris une année sabbatique, plus ou moins sabbatique, parce que j'étais retourné à la Banque centrale. Et avec l'accord du gouverneur de l'époque, feu le gouverneur Charles Konan Banny, j'étais en train de travailler sur la création d'un nouveau projet bancaire lorsque feu Aliou Sow m'a fait contacter pour me dire qu'il était sollicité pour reprendre la Banque sénégalo-tunisienne. Mais avant d'en arriver à la Banque sénégalo-tunisienne, par rapport à la CBAO, à quel moment vous vous êtes dit que là, j'ai réussi ma mission? Quels sont les indicateurs? Bah écoutez, j'hérite d'une banque qui est la dernière des banques commerciales, alors qu'elle a eu un passé prestigieux. Lorsqu'elle devient la première banque du Sénégal, la première banque commerciale, je considère que l'objectif est atteint. Et donc, en combien d'années? J'ai décidé de changer et d'aller vers ça vous a pris combien d'années? Je dois quand même préciser qu'à ce moment-là, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que j'engage ce projet avec des personnes qui appartiennent au secteur privé. Et je me dis, bon, je ne pose pas de conditions, mais si ça marche, il y aura probablement un retour. On me fera une place, je pensais, hein, une place dans le capital de la banque. Et ça ne s'est pas passé comme ça, malgré la rapidité du redressement et des résultats atteints. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon... Vous avez quand même eu un parachute doré, comme on dit maintenant, en partant. Il y a un golden parachute. En tout cas, pas sous la forme d'une participation au capital, et c'est ça qui m'intéressait. Donc, je me mets à ce moment-là dans une logique de devenir actionnaire d'une nouvelle banque à créer. Et ce projet a rencontré la requête de feu Aliou Sow, qui avait été sollicité par le Sénégal pour la reprise de la Banque sénégalo-tunisienne, et qui est venu me proposer de le faire avec et ça, c'était le début d'une autre aventure également avec elle. C'est le début d'une autre et belle aventure qui, elle, par contre, finit par se heurter peut-être à mon épuisement à l'époque, hein, parce que quand même, j'ai traversé toutes ces institutions.
Il y en a d'autres qui ont été créées. Il y en a, et même, il y en a, par exemple, la Sonaga, la Sogeka, pardon, est reprise, redressée également, même si ça n'a pas l'aura d'une banque, il s'agit quand même d'un établissement financier important. Absolument. Et j'avoue que je suis fatigué. Ça travaille beaucoup. Et surtout, ce qui m'inquiète au niveau de la banque sénégalo-tunisienne, c'est que nous ne sommes pas adossés, c'était le cas d'ailleurs pour les institutions précédentes, mais là, j'envisage mon départ qui peut laisser un vide, nous ne sommes pas adossés à une institution, disons, un actionnaire du métier capable de porter le projet au-delà du chemin que nous avions accompli. Et je décide donc de me retirer, mais tout en cherchant un repreneur qui, au début d'ailleurs, devait être minoritaire. Mais et qui sera la CBAO finalement. Je pense qu'il y a à Tijari, ils ont racheté la... Bon, alors, quand je quitte la CBAO, c'est encore le groupe de Jean-Claude Mimran qui est l'actionnaire majoritaire. Au niveau de la banque sénégalo-tunisienne, c'est la famille Al-Youssow qui est majoritaire. Je veux la quitter en restant actionnaire, mais avec un partenaire technique institutionnel. Et à la recherche de ce partenaire, on se met à la recherche de ce partenaire, c'est très difficile parce que tous réclament la majorité du capital. Et c'est donc ainsi qu'il faudra restructurer le capital et faire appel à Attijari Wafa Bank, qui promet d'être une banque africaine en Afrique subsaharienne, qui présente le meilleur projet. Et Attijari Wafa Bank prendra le contrôle de la BST, qui s'appellera d'ailleurs Attijari Bank Sénégal. Et c'est cette même banque qui rachètera ensuite la CBAO et les deux institutions seront fusionnées. Et c'est lorsqu'elles le seront, mais j'ai déjà quitté par contre à ce moment-là mes fonctions opérationnelles, disons. Je suis président du conseil de Attijari Bank, je supervise avec d'autres la fusion, et la fusion réalisée, je me retire des affaires. Avec là aussi un joli parachute, parce que j'ai vu sur votre page Wikipédia que l'opération s'était très bien passée, aussi bien pour vous que pour M. Sow également. Oui, exact. On réalise une belle affaire. Parce que là, on en parlera à la fin par rapport à votre situation financière. Mais en ce moment, comme vous dites, là aussi, après cette mission, vous donnez du temps, vous faites une petite pause. Et je ne sais pas, contre toute attente, hein, les gens qui observent, peut-être ne s'y attendaient pas, on vous voit devenir premier ministre, voilà, entrer en politique. Qu'est-ce qui a pu vous convaincre, en fait? Voilà, ça, vraiment, ça n'a jamais été dans mes projets. Jamais. Y compris la veille de mon entretien avec le président Macky Sall, qui vient d'être élu président de la République. J'ai toujours été, par contre, observateur de la vie politique sénégalaise. Vous ne pouvez pas réfléchir sur une situation économique, sur une situation financière, sans faire des relations avec la vie politique. Absolument. Et en 2011, je considère à ce moment-là qu'un changement est nécessaire, que l'économie sénégalaise et les finances sénégalaises vont peut-être contre un mur. Et donc je m'intéresse à ceux qui se mettent en compétition, à la recherche de la fonction présidentielle. J'étudie les différents programmes lorsqu'ils sont disponibles, j'écoute des vidéos, des audios. Je dis, bon, je ne suis pas capable de faire de la politique. Ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'impossible à me demander. Mais je vais m'impliquer en aidant quelqu'un qui est porteur de bonnes idées pour ce pays.
Et c'est ainsi donc que finalement mon choix porte sur le président Macky Sall, le candidat Macky Sall. Le candidat. Fin d'année 2011, je m'implique dans une certaine mesure. J'aide, je fais des notes techniques, etc. etc. Parce que j'ai lu dans votre livre, Réussir, je pense qu'il doit être quelque part dans la bibliothèque qui est derrière vous. Et vous avez un peu raconté cet événement, parce que vous l'avez reçu, je pense que vous avez un petit conseil, un petit comité ad hoc, et vous l'avez reçu, il vous a convaincu, et au sortir on a effectivement de cette audience, vous avez dit à vos frères et à ceux qui étaient avec vous, on vient d'écouter le prochain président de la République. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est comme ça que vous l'avez raconté. Donc, on a effectivement cette opportunité d'échanger, et ça se passe très très bien. Donc, à partir de là, d'ailleurs, quand je quitte ce dîner, j'adresse un SMS à un ami et j'ai dit, je viens de rencontrer le prochain président de la République. Absolument. Et donc, je m'engage. Je crois qu'il y est sensible. Mais jusque-là, pour moi, j'aide parce que je crois en lui. Et je n'apparais par contre qu'entre les deux tours, lorsque nous organisons un petit comité face à face avec les forces vives de la nation. On lui propose des modérateurs, puis finalement, il me choisit moi comme modérateur. Et c'est à ce moment-là, côté Roubi, je crois que c'était le Salon des Princes, j'apparais pour la première fois, le candidat Macky Sall répondant à des questions posées par l'assistance. On vote le deuxième tour, et c'est un dimanche. Moi, je prends l'avion, je m'en vais. 2 jours après, je l'appelle pour le féliciter. Il me demande à quel moment je serai de retour, en ajoutant « parce qu'on a besoin de toi ». Alors, en lui disant « j'arrive en fin de semaine », et je me dis « bon, vu mon passé de financier, il va me proposer le poste de ministre des Finances. Je vais décliner gentiment et lui proposer de rester conseiller à ses côtés à la présidente de la République. » Donc c'est comme ça que je prends l'avion et que j'arrive. Et quand j'arrive, par contre, il demande à me rencontrer, à me voir. Je me rends au palais et il m'annonce qu'il souhaite me confier les fonctions de Premier ministre. J'accepte ces fonctions en me disant non, je crois en son programme. Vous avez quand même consulté la famille, hein, vous avez consulté la famille et vous en avez parlé pas vraiment. Si, quand même. Je crée un petit groupe. Non, sur le moment, non d'ailleurs, je le crée après. Sur le moment, je décide seul. Je dis bon, j'ai été impliqué, j'y crois, il faut de la continuité dans mon raisonnement. Chef de gouvernement, c'est coordonner l'activité du gouvernement pour exécuter un programme défini par le nouveau président de la République. Donc pour moi, ça coule de source. Et immédiatement après avoir accepté, je réunis un petit groupe de 4 personnes, je ne le citerai pas, mais il y a mon frère parmi elles de toute façon, et on échange sur les premières décisions à prendre, les premières mesures à prendre, les premiers axes à donner à mes nouvelles fonctions. Donc je ne les consulte pas avant, mais tout juste après. Tout juste après. Et je pense que vous avez fait 17 ou 18 mois, 17 mois. 17 mois comme Premier ministre. Quels sont les meilleurs souvenirs, voilà, ou les souvenirs qui ne sont pas... Quelle est l'impression que ça vous a laissé Écoutez, moi j'en retiens un qui est extraordinaire. C'est que vous avez le sentiment de travailler pour votre nation, d'être utile à votre nation, de sélectionner les problèmes les plus importants, les difficultés les plus vives qui sont vécues, de pouvoir trouver des solutions dans la mesure des moyens disponibles. C'était une très belle expérience
à ce titre-là. Parce que moi, je pensais que vous alliez parler de la déclaration de politique générale. Alors ça, ce sont des événements médiatiques. Médiatique, tout à fait. Parce que quand vous dites que vous n'aimez pas la politique, ben, quand on regarde, quand les gens qui ont regardé ça, ils vont se dire, mais il est né pour faire ça. Vous êtes à l'aise aussi bien en français qu'en wolof. On a l'impression que vous aimez ça quand on vous regarde devant l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, moi, je m'adapte assez vite. J'ai accepté les fonctions, donc j'accepte les contraintes. Et finalement, ce qu'on ignore peut-être également, c'est que j'ai l'habitude de la confrontation, du contact direct, que ce soit dans les institutions bancaires que j'ai eu à diriger. Il faut répondre aux questions des actionnaires, etc. Mais là, on est peut-être moins dans la séduction. Je veux dire, là, c'est un peu plus rébarbatif. Mais là, vous étiez dans la séduction. Là, et on voyait que, à mon avis, pour les observateurs, c'est peut-être la meilleure sur le plan de la communication. À mon avis, c'était la meilleure déclaration de politique générale de tous les premiers ministres sur le plan de la communication. Donc là, on voyait que vous étiez dans votre élément. Oui, mais j'étais en train de dire que, parce que vous avez dit, on dirait que vous aviez fait de la politique tout le temps. Oui. Mais on fait de la politique autrement également. Oui, bien sûr. J'étais dans des mandats électifs. J'ai été président de la Fédération sénégalaise de football avec des assemblées générales chaque année où on vous insulte parfois. C'est pas loin de ça. Donc il faut trouver les arguments, etc. Je me souviens également... Mon premier conseil interministériel, c'était avec le président Abdou Diouf, c'est lui qui l'avait présidé lorsque j'ai pris fonction à la Banque de l'Habitat du Sénégal. Et le document que j'avais présenté, le conseiller économique du président de la République m'avait dit « c'est le meilleur document qu'on ait jamais reçu ». Donc, quelque part, je suis quand même préparé à ce type de confrontation. Et aussi, j'ai déjà réussi à mettre en place une équipe de choc. Parce que je vais vous dire, j'ai une conviction qui me suivra toute ma vie. Vous ne pouvez pas réussir sans compétence autour de vous. Absolument. Ça, c'est pas possible. Absolument. Et avec le directeur de cabinet que j'ai choisi, on met en place une équipe de très haut niveau. Donc, qui va m'aider. D'ailleurs, les ministères, ensuite, lorsqu'ils avaient besoin de directeurs de cabinet ou de secrétaires généraux, ils s'adressaient d'abord au cabinet du Premier ministre pour essayer de me chipper quelques cadres. Bon, ça a marché parfois, mais il y en a que j'ai tenu à conserver. Et on prépare cette déclaration de politique générale ensemble. Et effectivement, c'est un grand moment de la primature. Il y en a un autre qui vient, puisque vous vous intéressez aux événements médiatiques. Il y en a un autre qui arrive, pas très longtemps après, c'est la motion de censure. Absolument. Et là, par contre, arrive quelque chose que j'attendais sans savoir comment créer cet événement. Parce que dès que je prends fonction, je suis très attaqué par des proches du président. Et ça, vous y attendiez ou pas? Bon, l'adversité ne m'a jamais gêné. L'important, c'est de pouvoir la contrer. Sinon, vous ne pouvez pas avancer comme coule un fleuve long et tranquille, non. Donc, ça ne me surprend pas, je fais avec et je contrecarre. Et ensuite, ça va un peu plus loin, puisque même au début de l'année 2013, la coalition qui a porté le président au pouvoir subit les attaques du parti de Idrissa Seck, et de Idrissa Seck lui-même. Et ensuite, vous avez mais avant ça d'ailleurs, juste avant ça, en décembre, vous avez le principal parti d'opposition, le PDS, qui décide de faire déposer une motion de censure. Mais ça correspond à un moment où, attaqué de toutes parts, j'ai besoin de communiquer, mais nous sommes en fin d'année et j'ai bien conscience que la fin d'année, avec le 31 décembre,
c'est un moment de communication réservé au chef de l'État. Absolument. Et vraiment, je me morfonds un peu, quoi. Je ne peux pas faire le bilan de tout ce que nous avons réalisé. C'est au président de le faire. Les attaques ne vont pas cesser. Paf, on m'a dit, je reviens de Louga, là, on avait tenu un conseil présidentiel, un conseil des ministres décentralisé, et dans la voiture qui me ramène, un appel téléphonique m'annonce qu'une motion de censure a été déposée contre le gouvernement et que je vais devoir me présenter devant les députés sous 48 heures. Et ça, c'était une aubaine pour vous? C'était du pain béni. Et je me suis préparé. J'avoue que je pense les avoir surpris ce jour-là. Mais j'étais dans mon élément parce que, encore une fois, l'adversité me motive. Et quand il n'y en a pas, à la limite, je m'ennuie un peu. Surtout la raison de cette motion de censure, là aussi, peut-être, je pense que vous étiez aussi dans votre élément par rapport. Et quels sont, parce que quand même, il y a eu peut-être des malaises quand même par rapport, en dehors de cette motion de censure. Est-ce qu'il y a eu des malaises pendant ces 17 mois, des choses que vous avez mal vécues? Écoutez, lorsque vous êtes censé appartenir à un groupe, même si vous êtes marginal, parce que je ne faisais pas de politique, hein. Je n'étais pas membre de l'APR, membre d'aucun parti. J'ai été choisi par le président Macky Sall comme Premier ministre. Je pensais, moi, que c'était... et je crois d'ailleurs, parce qu'il l'a dit à mon camarade François Hollande, lorsqu'il est venu, il était à la tête d'une coalition et ça allait être gênant de prendre un leader politique de l'une des coalitions comme Premier ministre. Ça risquait de fragiliser sa coalition. Donc je pensais, moi, que nous allions travailler ensemble, hein, alors que dans mon propre gouvernement, dès le lendemain, il y en avait qui s'étaient déjà fixé comme objectif de faire tomber ce monsieur qui était absent de tout quand on se battait et qui aujourd'hui, parce que c'est comme ça que les politiciens vivent ce type de fonctions et de nomination à ces fonctions. Et même quand vous avez quitté ce poste de Premier ministre, les attaques n'ont pas arrêté parce qu'après vous êtes vraiment là, je peux dire vraiment entré dans la politique, parce que la politique politicienne, c'est lorsqu'on se dit, voilà, on crée notre parti. Vous avez créé votre propre parti. Là aussi, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous n'avez pas dit, bon, je retourne, ou je prends ma retraite, ou bien je retourne vraiment à ce que je sais faire, je crée une entreprise? Pourquoi vous avez aimé la politique? Alors, en fait, je quitte les fonctions en étant certain que je ne peux pas faire de politique. Je ne suis pas fait pour ça. Et j'ai vécu quelques petits moments, j'en parlais tout à l'heure, d'attaques à l'intérieur même de mon gouvernement. Pour moi, ce n'est pas possible. Je suis plutôt dans des démarches de naïveté, de sincérité naïve, disons. Et quand le président de la République m'annonce la nécessité de faire un nouveau gouvernement, qui emportera cette fois le Premier ministre, moi, il n'y a aucun problème. Je reste disponible autrement pour aider à la réalisation de sa vision pour le Sénégal. Même si j'ai quand même vécu quelques petites déceptions sur de grandes décisions qui ne me semblaient pas très conformes à ce projet global. Et c'est là que je prends la décision de ne pas rester les bras croisés, mais de me mettre dans une activité compatible avec ce que je sais faire, et je crée un club de réflexion qui s'appellera Club Travail et Vertu. Et on commence à produire pour le président de la République. Ça prend un an pour le mettre en place, et on se met à produire, pas seulement pour le président de la République d'ailleurs, en priorité pour lui, parce qu'il reçoit les rapports, et au terme de 15 jours seulement, après qu'il l'a reçu, on remet
le rapport à l'ensemble des décideurs qui peuvent être concernés. Et ce club fonctionnera, et c'est seulement en mai 2016, donc 3 ans après mon départ de la primature, que je décide d'entrer en politique. Alors, quel déclencheur m'a conduit à cette terrible décision? Je crois qu'il y a à la fois le sentiment que je retiens lorsque je constate que l'aide gratuite pour le président, même si elle me coûte, sous forme de réflexion, de rapports remis, etc., n'est pas prise en considération. Ça va dans le sens des intérêts du Sénégal, ça va dans le sens d'une aide pour réaliser des objectifs fixés par le président de la République lui-même. Je donne un exemple, la recherche de l'autosuffisance en riz, par exemple, ou la lutte contre la mendicité des enfants, autre exemple, la relance des tourismes, autre exemple. Et je me dis, mais finalement, ça ne les intéresse pas. Là aussi, vous parlez de vertu, d'éthique, d'honnêteté, et qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, vous semblez être un modèle de vertu, mais à un moment donné, on voit à travers la presse que vous êtes poursuivi pour complicité de faux, voilà, ce genre d'histoire que vraiment, même lorsqu'on essaie de suivre, on comprend pas très bien. C'est une histoire qui, il faut vraiment s'y intéresser pour pouvoir comprendre, parce que au départ, c'est quelque chose d'assez flou. Peut-être que vous allez nous expliquer. Pourquoi on vous a accusé de complicité de faux? Écoutez, complicité de faux pour un document auquel je n'ai pas accès. Donc c'est pourquoi on parle de complicité. Je n'ai pas accès à ce document. C'est un document d'état civil. C'est le livre de l'état civil. Et tentative d'escroquerie, alors qu'on accepte que ces modifications sont intervenues en 1994, qu'on accepte que ce sont des modifications apportées à l'état civil sur la base d'une demande conjointe de mon ex-épouse et de moi-même. Et enfin, l'escroquerie qui ne répond pas à la définition pénale de l'escroquerie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me présenter un document par lequel j'ai essayé de retirer des mains de mon ex-épouse quelque chose lui appartenant. C'est un montage incroyable. Un déni du droit de la justice incroyable. Moi, très sincèrement, encore une fois, l'adversité me motive. Hein, donc, ceux qui cherchaient à me dissuader, parce que c'est arrivé 1 mois après mon entrée en politique, il faut le savoir, comme par hasard. C'est arrivé également alors que mon dernier entretien avec le président de la République s'est terminé avec la présentation d'un dossier. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je dis, c'est rien du tout, ça ne tient pas la route. Quand je suis sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à s'intéresser à mon dossier de divorce? Et parce que la chemise était jaune, je me souviens, comme si c'était aujourd'hui. Et très sincèrement, ils n'ont pas trouvé autre chose pour me dégoûter de la politique que de monter un dossier qui ne repose sur rien. Sur rien. Et aujourd'hui, la Cour suprême a reconnu que les modifications apportées au registre de mariage ont été motivées par une décision de justice. Donc, c'était rien. Mais vous savez, ce que j'ai vécu comme douleur, c'est l'injustice. C'est-à-dire la négation de la justice. Parce que c'est ça qui nous a étonné un peu, peut-être en tant qu'observateur, c'est que c'est la durée. Il y a eu des rebondissements à chaque fois. Pourquoi oui, mais parce que, vous savez, une fois que vous êtes engagé dans ce type de... Vous avez la première instance,
Vous avez l'appel, vous avez la Cour suprême, vous avez des procédures qui se mêlent, qui s'ajoutent. Bon, ça n'en finit pas, mais c'est en partie l'objectif recherché. On l'enferme dans des procédures interminables, avec la complicité, je le dis hein, très nettement, avec la complicité de certains magistrats. Il y en a d'autres, par contre, qui ont dit le droit. Absolument. J'ai cité tout à l'heure, et même avant d'arriver à la Cour suprême, je vous citais tout à l'heure la décision de la Cour suprême. Mais c'est terrible de constater à quel point des magistrats sont prêts à suivre des instructions et peut-être davantage, je ne sais pas, mais c'est terrible. Parce que vous voyez que le droit est nié, vous le dites, vous le faites comprendre, mais on vous dit non, non, moi je ne peux pas faire autrement. Et puis, et puis tout de suite, ça commence par on vous retire votre passeport, vous ne pouvez plus voyager. C'est incroyable, quoi. Est-ce que le motif vous a fait mal, en fait? Est-ce que si c'était un autre motif, le fait de vous dire que vous êtes capable de complicité, de faux, est-ce que en soi le motif, ou bien c'est juste la procédure qui vous a ennuyé, ou bien bon, il y a des la pays, vie privée. Il y a du pays où on vous tire une balle dans la tête, hein. Il faut quand même le savoir. Moi, ils ont plutôt choisi d'utiliser une voie habituelle, parce que c'est ça aussi, il faut le reconnaître. On utilise la justice à des fins politiques, lorsqu'elles doivent servir les desseins du président de la République, ça c'est clair. On l'a vécu avec la CRI, on l'a vécu avec des traitements différenciés selon que vous finissiez par le rejoindre ou que vous vous obstiniez dans l'opposition. Et bon, c'est comme ça que ça marche. Certains des responsables ne sont plus de ce monde, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. L'arme de la justice est utilisée à des fins politiques par le président Macky Sall. C'est une évidence. On en avait parlé tout à l'heure, juste en passant, de votre situation financière. Là aussi, vous aurez aimé qu'on vous pose cette question-là, à savoir, est-ce que vous êtes vraiment aussi riche qu'on le dit? C'est pas vrai. Vous savez, il y a une quand même, sur votre page Wikipédia, vous avez parlé de beaucoup de milliards, hein, lorsque vous avez quitté. Voilà, alors on me colle l'étiquette d'un homme milliardaire, etc. C'est vrai que j'ai eu, à un moment donné, une fortune qui avait gonflé à cause de la cession des actions que je détenais à la Banque sénégalo-tunisienne. Mais ça n'a pas duré, je ne suis pas milliardaire. Mais malheureusement, ça me colle à la peau. Hein, et vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, c'est un obstacle politique important. Mais je veux dire que vous êtes quand même banquier. On dit banquier un jour, banquier toujours. Vous savez comment faire de l'argent. On ne peut pas penser que avoir des milliards, vous n'avez pas, en ayant des milliards, vous n'avez pas pu fructifier ça. Mais c'est vrai que il y a une grosse confusion autour du terme banquier. J'ai essentiellement été un fonctionnaire de la banque, un dirigeant, un mandataire social, dirigeant des banques, c'est-à-dire un salarié. Et je vais vous faire une petite confidence. Quand on m'a confié la direction de la Banque de l'Habitat du Sénégal, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon prédécesseur avait été pris dans une affaire d'enrichissement illicite. Je crois que c'était la première victime. Et quand le président Abdou Diouf m'a reçu, vous savez ce que je lui ai dit? Monsieur le Président de la République, non seulement je prends l'engagement de ne pas m'enrichir de manière illicite, mais je prends l'engagement de ne pas m'enrichir tout court. Et je suis resté dans cette démarche. J'aurais pu, en toute légalité, dans le respect des textes des établissements bancaires que j'ai eu à diriger, tout à fait, j'aurais pu m'endetter à des taux de 2% pour acquérir des biens. Et je savais comment acquérir les biens. J'étais banquier et je voyais bien le marché, comment il fonctionnait. Eh bien, je ne l'ai jamais fait. Jamais. Je n'ai emprunté à la banque pour acheter des biens.
Pendant toute votre carrière? Pendant toute ma carrière. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai emprunté pour acheter des actions à la Banque sénégalo-tunisienne, parce que lorsque le feu Aliou Sow m'a sollicité, j'ai dit, moi je veux bien, mais il faut que je sois actionnaire. Et j'ai pas d'argent. Donc, faites-moi un prêt que je puisse acheter des actions. Il m'a répondu, pas de problème, mais il faut me donner une garantie. J'ai dit, j'ai une maison, je vous la donne en hypothèque. Et ça s'est passé comme ça. Je ne suis pas quelqu'un... Je n'ai jamais fait de fixation sur l'enrichissement. Et vous savez pourquoi, avec la BST, j'ai souhaité être actionnaire cette fois? Parce que mes enfants allaient vers le bac et qu'il allait falloir financer des études à l'étranger. J'ai jamais fait de fixation sur les moyens matériels. Et croyez-moi, Abdoul Mbaye qui vous parle est bien loin d'être milliardaire. Ouais, ça c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à y croire. Et là, on en vient à la question suivante, parce que on met toujours en vis-à-vis le matériel et le spirituel. Donc, si vous dites que le matériel, voilà, vous ne faites pas de fixation sur le matériel, est-ce que ça veut dire que c'est le spirituel qui prend beaucoup de place? Vous vous appelez Abdoul Mbaye. On a toujours pensé que vous étiez un homonyme de Abdul Aziz Sy, du grand cheikh Abdul Aziz Sy. Est-ce que ça a eu beaucoup beaucoup de place dans votre vie? La religion, est-ce qu'elle a eu et est-ce qu'elle a toujours beaucoup de place dans votre vie? Alors, cette confusion existe effectivement. Je porte le nom de mon grand-père paternel. Mais c'est intéressant de faire cette remarque parce que ma mère m'a raconté que lorsqu'elle a appris, donc on lui a dit, ça y est, on l'appelle Abdoul, elle était persuadée qu'il s'agissait de Abdoul Aziz, feu Abdoul Aziz. Le spirituel a beaucoup d'importance dans mon existence. D'abord par éducation, parce que ça a toujours été présent parmi les axes éducatifs imposés par nos parents. Pendant les vacances, on allait à Kaolack, dans les Daras, hein, c'était à la dure. Et même pendant l'année scolaire, on avait le oustaz qui venait à la maison. Bon, et puis, je ne sais pas si vous le croirez, mais je me lève à 4 h du matin pour être sur mon chapelet, mon tapis. Jusqu'à présent. J'attends la prière du Fajr, pas de prière. J'ai été à la Mecque 3 fois, j'ai fait plusieurs fois la Umrah. Et effectivement, vous faites bien de lier les deux. Je crois que ça vous éloigne de certaines préoccupations, en même temps que ça vous en impose d'autres. Absolument. Je crois que si j'ai autant de distance avec le bien matériel, c'est en partie à cause de ça. Si également j'éprouve de l'empathie pour la situation dans laquelle vit le peuple auquel j'appartiens, je pense également que... C'est pour ça d'ailleurs. Vous évoquiez tout à l'heure l'ouvrage que j'ai rédigé en quittant la primature. Donc 4 mois après, je l'ai publié, je l'ai appelé Servir. Et j'ai tenu... J'ai dit réussir tout à l'heure, c'est servir. Oui. Voilà, j'ai tenu à le faire traduire en arabe, parce que nous avons une population arabisante importante. Mais j'ai la fierté d'avoir choisi moi-même le titre, j'ai fait un peu d'arabe, et j'ai choisi « Juhudi fi inhadil biladi », ça veut dire le djihad, mes djihad pour le développement de mon pays. Absolument. Donc, je suis, même quand je parle de mission, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je l'ai ressenti dans le passé. Je travaillais pour la communauté dans le cadre d'une mission. C'est venu sans que je ne le demande. Je vous ai raconté dans quelles circonstances pour ce qui concernait la Banque de l'Habitat du Sénégal et pour le reste d'ailleurs. Je n'ai jamais cherché
coûte que coûte, vaille que vaille, à occuper une fonction de responsabilité. Elles sont venues, et parce que je ne les ai pas demandées, c'est bien le bon Dieu qui les a mis entre mes mains. Et pour moi, il ne peut s'agir que de mission. Et je reste dans cette dynamique. Absolument. Et en général, les hommes politiques les plus en vue, on peut savoir en général, comme on est au Sénégal avec cette tradition de religion confrérique, en général, on peut savoir dans quel tariqa ils sont. On vous voit pas un peu peut-être dans ça. On peut pas savoir, comme vous dites, on pense parfois que c'est Abdul Aziz Mbaye, mais c'est Abdul Mbaye et vous n'êtes pas l'homonyme du Cheikh Abdul Aziz. Pourquoi on peut pas, vous ne montrez pas votre tariqa? Est-ce que vous en avez déjà? Bon, d'abord, l'essentiel, c'est ma relation avec le bon Dieu. Tout à fait. L'essentiel, c'est l'importance que j'accorde à ma relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute façon, quelle que soit la tariqa, moi, je cherche à imiter les meilleurs, y compris donc les fondateurs de ces tariqas. Absolument. Évidemment, je ne suis pas à leur hauteur, mais il y a au moins l'enseignement principal que je retiens. Ils avaient cette relation particulière avec leur Seigneur et ils avaient cette relation particulière avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la voie. Donc, je me dis, c'est ça le principal. Je ne vais pas me mettre derrière le petit-fils d'eux, etc. Par contre, il y a des saints remarquables, des hommes de Dieu. Absolument. Dans notre pays, qui l'ont prouvé par leurs attitudes, par leur comportement. J'entretiens des relations avec toutes ces personnes et elles sont de très grande qualité. Je suis Tidjane parce que fils à papa, fils de mon père qui était Tidjane. Et ça restera, c'est un héritage, et je le conserve. Mais je vous surprendrai par exemple en vous disant que mes meilleures relations, mais sur le plan amical, je les entretiens avec la confrérie mouride. La semaine dernière, c'est mon grand frère, ça, cher Sidi Mbacké, le fils aîné, le khalife de Seigneur Abdullah, c'est mon frère. Ouais. C'est aussi simple que ça. J'ai des relations très particulières avec Serigne Mountakha également. De même, celui que nous appelons, donc c'est Serigne Babacar Sy Ndiol Fouta, même si je ne le vois pas souvent, il a pour moi une importance capitale. C'est lui qui a mis en terre mon père, qui est également fils de Mame Abdoul Aziz Sy. Avec Mame Abdoul Aziz Sy, j'avais des relations très particulières. Il y a certaines de ces phrases qui me guident encore dans ma route, aussi bien politique qu'administrative, etc. Non, je suis de tous les bords, dès lors qu'il s'agit d'aller vers Dieu et en passant par son prophète. Absolument. Par rapport à tout ce que vous venez de nous dire par rapport à cet aspect de la spiritualité, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous abhorrez le plus, je dirais, dans la vie? Ce que je supporte le moins, c'est l'injustice. Très sincèrement, ça peut me mettre dans un état insoupçonné. Et je crois là aussi, je retrouve le rôle de mon éducation. Joué par un père qui était épris de justice. Qui était juge? Qui était juge, mais qui n'était pas seulement juge au Sénégal, qui s'est battu pour les droits de l'homme à l'échelle mondiale, le respect des droits de l'homme. Et dans parfois d'ailleurs, ça me
ça peut me conduire vers des erreurs, parce que même quand il s'agit d'analyse géopolitique, pour moi, l'injustice tient une place essentielle. Quand il s'agit d'apprécier la qualité d'un régime, l'existence d'injustice joue un rôle très très important. Quand j'apprécie la politique au Sénégal, la présence également de l'injustice de la part de certains acteurs, ou de l'injustice qui n'est possible que par l'exercice d'une raison du plus fort, ça me révolte. Et dans nos pays, dans les pays comme les nôtres, il y a malheureusement plusieurs formes d'injustice. Il y a celle qui vient d'un système judiciaire qui se montre défaillant parce qu'influencé par le pouvoir politique et ne montrant pas suffisamment d'indépendance. Mais il y a également les injustices générées par exemple par la corruption, par la négligence de ce qui devrait être essentiel, raisonner comme le politicien raisonne, mais finalement, l'injustice générée par les politiciens est insupportable. Il n'y a pas d'autre voie que d'aller les combattre. Et les combattre comment? En faisant de la politique. La dernière question, on va peut-être terminer avec ça par rapport à... C'est vrai que vous faites très jeune, hein, on ne vous donne pas votre âge, mais vous n'avez peut-être pas loin de 70 ans. Est-ce que vous pensez à la retraite? Est-ce que vous dites que même si je parviens à atteindre peut-être la station suprême, est-ce que je vais y rester longtemps? Qu'est-ce que vous pensez faire même après la politique? Est-ce que vous y pensez actuellement à l'après-politique? Absolument. J'ai un projet de dernière mission, puisque je fais de la politique, et le projet de pouvoir jouer un rôle en politique, un rôle majeur au-delà du simple éveil des consciences, parce qu'il y a deux choses. Il y a, à mon avis, quand vous vous engagez en politique, vous vous souciez d'abord de faire avancer vos idées. Dans un pays comme le nôtre, vous avez le projet de faire accepter une nouvelle manière de faire de la politique, d'attirer l'attention sur le fait que ceux qui requièrent vos suffrages ne sont pas en train de le faire pour vous, mais ils le font pour eux-mêmes. Donc il faut éveiller les consciences sur ces aspects. Mais vous avez également un projet à mettre en œuvre, parce que vous considérez qu'il y a un potentiel qui n'est pas mis en œuvre, il y a un retard qui s'est créé, qui aurait pu être évité, il y a du rattrapage possible, et ça vous mobilise. Donc vous avez également l'ambition de pouvoir mettre en œuvre une démarche économique, une démarche industrielle, une démarche financière, etc., etc. Et ça, je considérerais ça comme ma dernière mission. Mais pour tout vous dire, et très sincèrement, je suis déjà pressé de pouvoir consacrer plus de temps à mon Dieu et à mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que viendra le moment où je me retirerai de beaucoup de choses pour consacrer l'essentiel de mon temps à cet aspect spirituel dont vous parliez. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez un mot de la fin? Ben, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai des questions qui reprennent des préoccupations qui étaient les miennes. Je crois que c'est tout de suite beaucoup plus facile, et puis c'est un entretien serein. Tout à fait. C'est une introspection. Parce que parfois les journalistes se soucient d'être la vedette à la place de l'invité. Absolument. Vous êtes dans une démarche totalement inversée. Ça fait
un peu présent sur un divan de psychanalyste. Et je crois que ça m'a permis de me libérer presque de certaines choses cachées, en tout cas cachées au public. Et j'ai apprécié. Nous aussi, nous avons beaucoup apprécié et nous vous remercions de votre disponibilité. Et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci.